Bien, mes chers amis, comme vous avez tous ou presque des mandats locaux, je vais vous éviter la punition d'un discours trop long. Je voudrais simplement d'abord et avant tout vous dire une chose, vous dire une chose tout d'abord. C'était pas facile d'organiser ce congrès que nous avons décidé à la fin de la semaine dernière. Que vous soyez venus à près de 500 durant cette demi-journée du mois de décembre, au moment où nous avons tous des obligations locales diverses et variées, c'est pour moi le signe, Maurice, de quelque chose qui est assez fantastique. C'est que nous sommes une famille. Je vous jure, quand je vous vois, ça fait malheureusement des années que je vous vois parfois, mais quand je vous vois, je suis heureux de vous voir. Et c'est ça qui est assez formidable, c'est qu'il y a une telle affection entre nous que c'est assez extraordinaire qu'il suffit de vous appeler le mardi en disant « Bon, on va faire un congrès extraordinaire, vous avez 4 jours, mais j'ai des obligations. Bon, ok, je vais faire l'effort de venir. » Et ça vaut tout l'or du monde. Et vous voyez, nous sommes une famille. Les centristes, désormais, sont notre famille. Et moi, ce que je souhaite à travers cette motion, et je voudrais que vous en soyez convaincus, c'est que notre famille est une maison et que cette maison soit l'UDI. Qu'elle soit l'UDI parce que refondée sur des bases et sur des modalités de fonctionnement dans lesquelles les uns et les autres se retrouvent. Et c'est bien cela que nous avons dit chacun à notre façon. Que ce soit le président de l'ACNAD, Jean Léonce, que ce soit Philippe, le président du groupe, que ce soit Yvan, que ce soit Jean-Dionis, que ce soit Charles, que ce soit Maurice, que ce soit Catherine, nous avons tous dit la même chose. En clair, ce que nous avons exprimé à travers des formulations, des formules, à travers un certain nombre d'expressions de ces dernières semaines. C'est en quelque sorte ce que quasiment tous les adhérents de l'UDI ressentaient, et nous avons clairement affirmé et affiché ce que devait être l'UDI de demain et ce qui permettra de sauver la maison. En quelque sorte, cette motion, elle est salvatrice, parce que si elle n'avait pas existé, d'une part, bien entendu, elle posait la question du respect de notre famille, mais elle posait plus globalement le fonctionnement de l'UDI lui-même au-delà des élections présidentielles et des élections législatives, ou de l'UDI elle-même après les élections présidentielles et législatives. Et c'est en exigeant par ces 8 conditions des modalités de fonctionnement qui devraient être celles de tout parti politique, en exigeant ces conditions, en quelque sorte, nous adressons le signal pour le sauvetage de la maison. Parce que personne n'évoque les expressions de couloir, personne n'évoque les conciliabules internes. Mais ce que nous avons dit, nouveaux centres et bâtisseurs, je l'ai entendu aussi de ceux qui ont pris la parole tout à l'heure, soit directement, soit indirectement. Et donc, mes chers amis, j'ai constaté aussi, je dois le dire sincèrement, et Maurice, Philippe le disait aussi tout à l'heure quand on parlait entre nous, on a eu des centaines d'adhérents qui sont réapparus. C'est vrai, Philippe, Jean Léonce. Des hommes et des femmes dont on pensait qu'ils étaient encore dans la maison et qui nous ont dit « mais nous, on ne se ressentait plus dans cette maison ». Et on a envie de revenir, parce que fondamentalement, on continue à être européen, libéral et humaniste. Oui, mais ces hommes et ces femmes, en quelque sorte, dont certains d'entre vous sont là aujourd'hui, ils voulaient autre chose, ils veulent autre chose. Et ce que nous disons, c'est que nous voulons une UDI qui fonctionne démocratiquement, collégialement, respectant chacun et bâtissant en quelque sorte un projet politique solide. J'y reviendrai tout à l'heure.
Tout ça est d'autant plus important, mes chers amis, 2 mots simplement pour aborder les prochains mois, c'est que la France et les Français sont non seulement inquiets, comme on le dit, ou en colère, mais bien souvent, on peut évoquer le fait que la France soit quasiment dévastée dans un certain nombre de ses piliers majeurs. Les inquiétudes, elles sont innombrables, tout le monde les évoque dans tous les discours, tout le monde y trouve des solutions, mais permettez-moi tout de même de vous rappeler dans quel état nous sommes, une défiance démocratique comme jamais, un chômage structurel qui touche non seulement une génération, mais maintenant des familles sur plusieurs générations, avec les conséquences que cela peut avoir. Nous avons à lutter contre le terrorisme pendant des années, et j'en profite pour le dire. Nous ne pourrons pas être en permanence, moi qui ai été ministre de la Défense, j'ai toujours été pour l'état d'urgence, j'ai été pour des mesures, et je suis pour des mesures plus rigoureuses que celles qui ont été proposées par les socialistes, mais je dis aussi que la France ne peut pas être en permanence sous l'état d'urgence et qu'il nous faudra trouver une législation qui permette à la fois de lutter contre le terrorisme, mais aussi de nous dégager d'un régime d'exception. Nous avons donc à lutter contre le terrorisme qui sape ou qui met en danger les fondements de notre société. Nous avons, comme l'a dit Catherine, comme l'a dit Nicolas Bouzou, des pertes de souveraineté en matière de défense, non pas en France, mais en Europe, puisque les Européens ont démissionné, des pertes de souveraineté, bien entendu, dans la construction économique de demain. On a évoqué la question du digital, qui est absolument centrale et majeure. Vous voyez bien que ça se situe en dehors de chez nous, ces questions-là. Et des pertes de souveraineté aussi sur des éléments qui, pourtant, nous paraissaient absolument intangibles il y a encore quelques années, comme sur les sujets économiques où des entreprises par centaines en France sont rachetées par les Chinois qui, eux, débordent de capitaux, ce que nous voyons dans tous nos territoires. Et enfin, devrais-je l'ajouter, dans ce schéma, la progression des nationalismes, cette peste grise et cette peste noire, dont on sent bien qu'elle peut nous frapper à tout moment, et que lorsqu'on relit le Brexit, l'élection de Trump, on voit bien qu'on n'est pas si loin de la catastrophe en France. Et j'ajoute que lorsqu'on se réjouit que l'Autriche, pays de plein emploi, donne un candidat de l'extrême droite 45% en disant « ils n'ont pas gagné », j'y verrais moi plutôt l'expression d'un risque majeur pour des pays qui vont moins bien quand dans un pays qui va économiquement bien et socialement bien, mais 45% à un candidat de l'extrême droite. Voilà la situation. Le second sujet, très brièvement, que je voudrais aborder avec vous, c'est, Maurice l'a dit en quelques mots et Jean Léonce aussi, le combat politique de demain. On nous a donné, grosso modo, il y a encore quelques semaines, comme, grosso modo, la victoire assurée. Je déteste cette idée-là parce que la démocratie, mes chers amis, c'est tout, sauf ça doit être une exigence d'humilité de tout instant. Dieu sait que j'en ai fait des campagnes électorales et j'ai encore en mémoire un certain nombre d'élections qui étaient gagnées d'avance et j'ai vu des élections qu'on croyait perdues d'avance, ma chère Anne-Marie ou ma chère Catherine, comme la nôtre au soir du premier tour des régionales, qu'on a finalement gagné de quelques milliers de voix. Et donc, au bout du compte, considérer qu'elle est déjà gagnée d'avance, c'est à mon avis une erreur. Pourquoi ? Parce que on voit bien que l'électorat n'a jamais été aussi instable. Je suis très surpris, je voyais ça encore hier soir dans le dîner d'amis dans lequel j'étais, où j'entendais des amis me dire « finalement, je vais voter Juppé », et puis 3 jours avant l'élection, j'ai décidé de voter Fillon. Et j'entends ça tellement que je me dis que 8 jours avant l'élection, Fillon avait gagné. Juppé avait gagné. Et donc, on a une mobilité de l'électorat qui est absolument considérable, parce que les fractures, mes chers amis, elles ne sont plus verticales, elles sont horizontales. On trouve des fractures dans chaque parti politique. Et donc, cette mobilité électorale
notamment compte tenu du poids du Front National, on peut se dire qu'une partie peut repartir à tel ou tel endroit de l'échiquier électoral, nous amène à être extrêmement prudents. Et on voit bien par ailleurs que cette élection sera celle du renouveau, mes chers amis. Vous aurez Valls qui, à sa façon, n'est pas le candidat immédiatement issu du quinquennat. Vous avez Emmanuel Macron, à qui on a oublié qu'il a été le secrétaire général de l'Élysée, inspirant la politique économique de François Hollande, puis ministre de l'économie n'ayant rien fait, sinon l'écart Macron qui déstabilise notamment le ferroviaire et les services publics, derrière ça. Et de l'autre, on a eu l'élection de François Fillon, qui, reconnaissons-le, s'il n'y avait pas eu de primaire, n'aurait jamais été le candidat de la droite et du centre. Et donc, considérer que les choses sont déjà acquises avec un Front National qui, pour l'instant, caracole entre 25 et 30%, je pense que c'est faire erreur. Et là où j'ajoute quelque chose, et Maurice a raison, c'est que les élections législatives, même si on connaît le côté tectonique de cette histoire, dupliquant de cette histoire, c'est-à-dire on a une élection présidentielle qui est gagnée, donc forcément les élections législatives se passent extrêmement facilement, je pense qu'on se trompe dès lors que dans un mode de scrutin où vous pouvez vous maintenir au second tour, on voit très bien qu'on ira vers des triangulaires généralisés et que bien malin celui qui sera capable de dire dans ces triangulaires où la boule finira par tomber. Et donc, j'ajoute que ça nous oblige, entre la situation extrêmement grave du pays, la difficulté de la présidentielle, la probable extrême difficulté des élections législatives, ça nous oblige à un exercice de responsabilité. Et c'est cela le message que nous voulons indiquer très clairement avec cette motion. Oui, il faut un pilier centriste, loyal, solide, fiable, pour bâtir la majorité et l'alternance de demain. Et oui, bien sûr que nous sommes amenés et appelés à améliorer ce projet, à l'approfondir, à l'amender. Et j'allais dire, oui, nous avons à le faire durant cette période, puisque désormais on ne s'adresse plus à 4 ou à 5 millions d'électeurs, mais à 40 millions d'électeurs. Mais nous allons avoir à le faire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Parce que c'est une chose que d'affirmer des objectifs, mais c'est une autre chose que de le traduire dans des projets de loi et dans des textes. Et là, on voit bien que là où on a fait erreur, c'est que nous aurions dû considérer depuis le début, ça a été l'objet de discussions, et je me souviens que Laurent Hénart était de la même position que nous aurions dû considérer depuis le début, dès lors que Jean-Louis avait décidé d'arrêter la vie politique et que nous n'avions donc pas de candidat à l'élection présidentielle ou aux primaires crédibles, eh bien nous aurions dû considérer d'office immédiatement que l'élection législative était pour nous l'élection primordiale, centrale et absolument stratégique pour nous. C'est bien de cela dont il s'agissait. Et je vous invite à ce que nous rentrions réellement dans cette démarche, de considérer que c'est une chose que d'affirmer et que de faire des propositions, mais après, faut-il encore décrire article par article cette histoire et que notre sensibilité, nos propositions, eh bien qu'elles puissent être entendues et qu'elles puissent participer à l'élaboration du corps législatif de demain. J'ai toujours en mémoire la période 2007-2012 où nous avons défendu la CSG, la TVA pendant 4 ans et demi, jusqu'au moment où tout d'un coup, en janvier 2012, Nicolas Sarkozy trouve des vertus à un système qu'il avait refusé pendant plus de 4 ans au Parlement. Eh bien, notre objectif, ça doit être de faire en sorte que nous puissions être entendus au Parlement pour que, en effet, à la fois les engagements pris devant les Français soient respectés et, deuxièmement, que nous ne fassions pas fausse route sur un certain nombre de dispositions. Voilà, derrière cette motion, ce que révèle la ligne de conduite qui doit être la nôtre dans les prochains mois. Alors, qu'est-ce que dit cette motion, en clair? J'ai beaucoup aimé
l'adjectif ou le qualificatif de Philippe, une exigence. En effet, c'est une exigence, cette motion. Cette motion, c'est une exigence parce qu'elle appelle à la densité. À la densité. Elle appelle à ce que nous ayons un cap et que nous nous y tenions. Quand on veut être parti de gouvernement, je crois comprendre que c'est le cas, je le dis, j'en profite pour le dire, je ne suis candidat à rien. Je ne veux pas être au gouvernement en 2017, je suis président de région et j'entends y rester. Donc quand je parle et quand j'évoque ce sujet, je ne vais pas à la gamelle, comme on a pu le dire dans certains rangs, puisque mon territoire d'élection, c'est la Normandie, et j'entends rester président de la Normandie. Donc, je dis, je continue, dès lors qu'on veut être un parti de gouvernement, la moindre des choses, c'est que nous ayons la densité, la colonne vertébrale, que le mot qu'a employé Loïc tout à l'heure, pour dans l'expression politique des prochains mois. On ne doit pas être simplement dans j'utilise la force de l'autre pour tout d'un coup exister. Je ne dois pas être en train de me dire je vais jouer contre pour tout d'un coup faire des médias. Je pense qu'au contraire, on a besoin d'exprimer un projet politique et le tenir clairement pour les prochains mois et les prochaines années. La seconde chose que j'attends, cher Rudy, c'est un projet construit. Un projet construit. Les radicaux ont bâti une plateforme, nous en avons bâti une autre, faisons en sorte que nous puissions bâtir un document prioritaire, un document programmatique sur lequel nous exprimons un certain nombre de sensibilités qui, par exemple, mes chers amis, pourraient nous interdire d'exprimer une sensibilité environnementale majeure quand nous avons eu comme président fondateur Jean-Louis Borloo, c'est-à-dire l'homme du Grenelle de l'environnement. Troisième élément, c'est bien entendu avoir un cap clair, c'est-à-dire considérer que cette histoire n'est pas une histoire de quelques mois, mais qu'elle est l'histoire de 5 ans. Quand nous indiquons dans la motion que réformer en France, c'est plus difficile qu'ailleurs, oui, c'est plus difficile qu'ailleurs, parce que quand vous avez une extrême gauche qui, à toutes les élections, fait 15% des voix quand on les additionne, on voit bien que ça fait 1 Français sur 6 qui remet en cause l'économie de marché. Et que si vous n'avez pas une majorité solide et la plus large possible, vous n'entraînez pas le pays. Et j'en viens au dernier point. C'est que lorsque nous avons discuté avec François Fillon, Philippe et Jean Léonce étaient avec moi. Que nous a-t-il dit ? Il nous a dit « organisez-vous comme vous voulez, mais ce que je veux, c'est qu'il y ait une expression centriste, à la fois durant la campagne présidentielle et ensuite au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Je ne suis pas celui qu'on a voulu faire accroire, c'est-à-dire celui qui voudrait la disparition du centre. J'estime que les centristes ont leur place dans la majorité. Eh bien, il n'appartient qu'à nous d'occuper cette place en étant solide, construit et bâti sur un projet. Pour cela, les moyens sont indiqués, ce sont les conditions qui ont été écrites dans le projet, la collégialité des décisions, la collégialité dans les discussions avec nos amis des Républicains. J'observe que les conversations que nous avons eues la semaine dernière prennent effet puisque nous avons été invités à des réunions collégiales la semaine prochaine pour rencontrer François Fillon et Gérard Larcher. Un engagement clair dans les alliances, ça veut dire très clairement qu'en effet, nous considérons que nous n'avons pas vocation à nous retrouver à soutenir Emmanuel Macron, mais il faut le dire. Et 3, un programme qui devra faire l'objet d'un certain nombre d'éléments construits afin d'établir la discussion avec nos amis des Républicains. Je termine sur un point, mes chers amis, où je conclus sur une idée à laquelle je tiens. Oui, ce congrès est utile.
il est utile parce que nous avons clairement affiché qui nous sommes. Il y a les Républicains, il y a les socialistes et il y a les centristes. Et nous affichons clairement qu'ici se situent les centristes. Les centristes, dans une alliance avec les Républicains, dans une alliance bâtie au sein de l'UDI, c'est notre vœu le plus cher, et cette formation, les centristes, elle a à vocation de participer en effet au combat politique de 2017, et elle a vocation à proposer, mon cher Rudy, une gouvernance nouvelle et un projet nouveau après les élections législatives. Je vous remercie.